Le 1er mai 2010, Shannan Gilbert, âgée de 23 ans, appelle le 911. Elle dit qu'elle est poursuivie et que quelqu'un veut la tuer. Elle est à Long Island, dans un quartier situé non loin de Gilgo Beach. On l'entend courir, frapper à des portes, crier et puis plus rien. Je vous laisse écouter son appel, il est glaçant. C'est sa mère, Marie, qui signale sa disparition à la police. Au départ, les policiers n'en ont que faire. En effet, Shannan est une travailleuse du sexe et ça les importe peu. Il y a très peu de considération à l'époque pour ces personnes. Shannan Gilbert était partie de chez elle, de Jersey City, pour aller à Manhattan le 30 avril 2010. Elle avait rendez-vous avec son chauffeur et ami Michael Pack. Elle se rendait à Manhattan pour travailler, mais ce soir-là, il n'y avait pas énormément de choses qui se passaient. Un de ses clients l'appelle pour qu'elle vienne chez lui. Ce client habite à Long Island, 1h30 de voiture, et avec Michael Pack, il décide de s'y rendre. Le client en question est Joseph Brewer, ils vont passer la soirée ensemble. Michael Pack, lui, attend dans la voiture et au bout d'un moment, alors qu'elle ne revient pas, quelqu'un frappe à la fenêtre de sa voiture pour lui dire qu'elle ne veut pas partir. Il décide donc d'intervenir, il va la chercher, il lui dit qu'il va la ramener chez elle, cependant elle ne veut pas. Et elle a un comportement très bizarre, il pense qu'elle est probablement sous l'emprise de drogue. Dans son hystérie totale, Shannan se met à courir, elle va frapper chez les voisins comme si elle cherchait à échapper à Joseph. Ce que je ne comprends pas, c'est que son ami Michael est là pour la ramener, mais elle ne veut pas. Elle court dans tous les sens, elle frappe à toutes les portes, elle est complètement hystérique. Un des voisins lui ouvre sa porte, il lui dit qu'elle peut s'asseoir de son canapé. Cependant, elle ne reste pas très longtemps chez lui et elle s'enfuit en courant. Plus tard, lorsque la police viendra interroger ce voisin, il leur dira seulement qu'elle est partie dans cette direction, mais il n'a pas plus d'informations que ça. La police ne creuse pas plus. Sa mère, Marie, ne veut pas en rester là. Elle veut que l'enquête ait lieu, elle veut retrouver sa fille, qu'elle soit encore en vie ou non, et elle décide de se battre. Elle fait parler d'elle par tous les moyens possibles. En vain, cela ne fait pas bouger les choses. Ce ne sera que 8 mois plus tard que la police se décide à enfin enquêter. Le 11 décembre 2010, au bord de la route de Gilgo Beach, un policier du nom de John Malia jette un œil et il découvre, grâce à son berger allemand Blue, des ossements humains à côté de la plage. Des policiers sont appelés en renfort et très vite ils se rendent compte que le corps qu'ils ont découvert n'est pas celui de Shannan Gilbert. Ils le savent car Shannan Gilbert avait une plaque métallique au niveau de la mâchoire. Elle avait eu cette plaque suite à des violences conjugales faites par son petit ami de l'époque et le corps qu'ils ont retrouvé ne possède pas de plaque métallique. Les policiers ont un corps dont ils ignorent l'identité. 2 jours plus tard, ils continuent de fouiller et ils découvrent 3 nouveaux corps. Ces 4 corps qui ont été retrouvés sont toutes des femmes. Elles sont à environ 150 mètres les unes des autres. Le 24 janvier 2011, les autorités les identifient comme étant Maureen Brainard Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amberlynn Costello. Elles ont plusieurs points communs. Ces 4 femmes sont toutes des prostituées. Elles sont toutes petites au niveau de la taille et elles sont assez menues. Elles sont jeunes, blanches et elles ont toutes été ligotées de la même façon. Sur les 4 corps retrouvés, 3 d'entre elles étaient emballées, enveloppées dans de la toile de jute. Toile de jute utilisée par les chasseurs pour mieux conserver le gibier. Retenez cette information, on en reparlera un petit peu plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une sacrée histoire qui va nous prendre un petit peu de temps puisqu'on va essayer de débunker l'histoire autour du tueur de Gilgo Beach. Vous allez voir que c'est une histoire assez complexe car il a été inculpé de 7 meurtres, il a plaidé non coupable et son procès n'a pas encore eu lieu, bien que toutes les preuves l'accablent. Avant de commencer, je voudrais remercier Nekal Kodem qui m'a suggéré cette affaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je traite certaines affaires. Je lis tous vos commentaires. Allez, on s'installe et on est parti pour une vidéo assez longue en ma compagnie.
Avant de poursuivre un petit peu les recherches concernant ces femmes et le corps, et surtout la découverte ou non de Shannon Gilbert, car c'est elle qui, à l'origine, a disparu, laissez-moi vous parler un petit peu plus des victimes. Maureen Brainard Barnes venait de Norwich, dans le Connecticut. Elle avait 25 ans lorsqu'elle a disparu et elle était mère de 2 enfants. Elle avait été vue pour la dernière fois le 9 juillet 2007, alors qu'elle avait passé sa journée à New York. Avant de rentrer chez elle, elle avait appelé sa sœur, Melissa Kahn, pour savoir si quelqu'un pouvait venir la chercher. Au final, personne n'était disponible, donc elle a pris le train. C'est la dernière fois que Melissa Kahn l'a eu au téléphone. Maureen travaillait comme escorte et elle avait l'habitude de prendre rendez-vous avec ses clients sur le site Craigslist. Craigslist, c'est un peu le bon coin américain. Et si elle faisait ce métier, c'est tout simplement pour payer sa maison, mais aussi pour subvenir aux besoins de ses enfants. En réalité, elle n'était plus travailleuse du sexe depuis 7 mois, elle y était retournée suite à un avis d'éviction. Elle n'avait pas trop le choix que de trouver 3 000 $ et c'était la seule solution qu'elle avait trouvée. Alors qu'elle avait rendez-vous au tribunal, elle ne s'y rend pas. Sa sœur, Melissa Kahn, s'inquiète. Elle se demande pourquoi elle n'est pas au tribunal. Elle décide de l'appeler, elle ne répond pas. Elle appelle ensuite une de ses amies. Elle n'a pas non plus de nouvelles d'elle. Elle se rend à New York pour aller au dernier endroit où sa sœur s'est rendue. Elle ne la trouve pas. C'est ainsi qu'elle se rend compte que Maureen a disparu. Elle signale sa disparition à la police. Elle se fait envoyer balader. Sarah Carnes, une de ses amies qu'elle s'était faite lorsqu'elle travaillait toutes les deux comme escorte, avait reçu l'appel d'un homme au numéro masqué, homme qu'elle ne reconnaissait pas. Et l'homme en question lui disait qu'il avait vu Maureen en vie. Il lui donne une localisation très vague de l'endroit où elle pourrait être. En plus de ça, il tient des propos très irrespectueux concernant Maureen. Sarah essaye d'en savoir plus sur lui, mais il refuse de s'identifier et elle lui demande de la rappeler pour qu'elle puisse connaître plus en détail la localisation. Il lui dit qu'il va le faire. Et si elle lui demande ça, c'est aussi pour pouvoir essayer de géolocaliser l'appel de l'homme en question. L'homme ne la rappellera jamais. Comme les autres victimes, Maureen était petite, elle mesurait 1,50 m et elle ne pesait que 48 kg. Elle a été étranglée. Melissa Barthelemy était âgée de 24 ans. Elle vient du comté d'Erie à New York et elle a disparu le 12 juillet 2019. Elle a vécu un peu dans le Bronx à New York pour travailler au début comme coiffeuse puis comme escorte et elle aussi elle prenait ses rendez-vous via Craigslist. La nuit de sa disparition, elle avait vu un client, elle a aussi déposé 900 $ à sa banque et elle a tenté d'appeler son petit ami en vain. Une semaine plus tard, et les 5 semaines d'après, sa jeune sœur Amanda reçoit des appels très moqueurs d'un homme qu'elle ne connaît pas. Et ce, via le téléphone de sa sœur. Au début, quand elle voit le nom de sa sœur s'afficher sur le téléphone, elle répond. Très vite, elle se rend compte que ce n'est pas sa sœur au bout du téléphone. Elle demande qui c'est et l'homme va se mettre à rire, à devenir vulgaire et à lui dire carrément qu'il a tué sa sœur. Mais aussi qu'il allait la regarder pourrir. La police parvient à tracer certains des appels à Madison Square Garden, au centre de Manhattan, et à Massapequa Park. Cependant, ils sont incapables de déterminer l'origine de ces appels. La mère de Melissa, Lynn, a aussi reçu des appels, dont pas mal vers Manorville. Comme Maureen, Melissa était petite, elle mesurait 1,47 m et elle pesait 43 kg. Elle aussi, elle a été étranglée. Megan Waterman, âgée de 22 ans et originaire de South Portland dans le Maine, a disparu le 6 juin 2010 après avoir posté des petites annonces sur le site Craigslist en tant qu'escorte, comme les 2 victimes précédentes. Le jour précédant sa disparition, elle avait dit à son petit ami qu'elle sortait et qu'elle l'appellerait plus tard. Elle ne l'a jamais rappelé. Megan était maman, elle était un petit peu plus grande que les 2 autres victimes, elle mesurait 1,65 m et elle aussi, elle a été étranglée. Amberlynn Costello, âgée de 27 ans et vivant à West Babylon à New York, est une travailleuse du sexe et elle consommait de l'héroïne. Elle a disparu le 2 septembre 2010 et selon son coloc Dave Schaller, cette nuit-là, elle a rencontré un homme un peu bizarre qui l'avait appelé plusieurs fois et qui lui avait offert 1500 $ pour ses services pendant 24 heures. C'est 6 fois plus que ses tarifs habituels, donc elle a tout de suite accepté. Et elle a même accepté de partir sans son sac à main, sans son téléphone. Son coloc l'a vu monter dans la voiture. Il a un peu aperçu la silhouette de l'homme, pas entièrement. Cependant, il est sûr d'une chose, il a déjà vu cet homme quelque part.
Il décrit l'homme à la police comme étant un ogre, donc très imposant, très grand et corpulent, et qui conduisait une Chevrolet Avalanche de première génération. Tout le monde se moque de son témoignage, alors que pour la première fois, on a une description d'un homme et une voiture. On sait qu'Amber n'a pas eu une vie très facile. Elle a été violée par son voisin lorsqu'elle avait 6 ans et elle est devenue très vite addicte aux drogues lorsqu'elle était adolescente. En parlant de Dave Schaller, on sait qu'il lui a sauvé la mise une fois avec son ami Bear Brodsky. En fait, elle les avait appelés en panique parce qu'elle était chez un homme qui voulait une relation sexuelle avec elle, mais elle ne le voulait pas. Les deux avaient débarqué chez l'homme en question. Bear Brodsky avait un chien et il avait dit à l'homme que s'il ne la laissait pas partir, il allait lâcher son pitbull. Elle avait comme ça réussi à s'enfuir. Amber Lynn Costello avait une fille qui s'appelle Liliana et sa fille, elle dit qu'elle est frustrée puisqu'elle ne sait pas ce qu'il est arrivé à sa mère. Elle dit que sa mère était une personne créative, passionnée de mode et une maman très dévouée pour sa fille. Amber mesurait 1,50 m et elle pesait environ 50 kg et comme les autres victimes, elle a été étranglée. Revenons-en à la découverte des corps et notamment à l'implication ou non de Michael Pack et Joseph Brewer. Les deux hommes ont été interrogés au détecteur de mensonges et très rapidement, ils ont été retirés de la liste des suspects. Cependant, on n'a toujours pas de lien avec Shannan Gilbert, ni même son corps d'ailleurs. La police s'intéresse au relevé téléphonique des 4 femmes retrouvées. Le téléphone de Maureen bornait à Queensborough Bridge et c'est la direction pour aller vers Long Island. Le téléphone de Melissa bornait à Long Island puisqu'elle est allée voir un client à Long Island. Celui de Megan bornait aussi à Long Island. Elle était partie de l'Holiday Inn Hotel qui était donc situé là-bas. Et celui d'Amber est aussi à Long Island et notamment à West Babylon. Grâce à tous ces bornages, les policiers parviennent à établir un petit carré où tout se relie. Ils appellent ça The Box. Ça correspond à Massapequa Park. Mais toujours aucun suspect en vue. La seule chose dont les enquêteurs sont sûrs est que les filles n'ont pas été tuées à Gilgo Beach. Elles ont été tuées puis déplacées à Gilgo Beach. Au printemps 2011, des nouvelles recherches sont faites. Le 29 mars, les autorités découvrent un nouveau corps. Il sera identifié le 9 mai 2011 comme étant celui de Jessica Taylor. Jessica Taylor avait 20 ans lorsqu'elle a disparu. Elle vivait à Manhattan, elle était elle aussi travailleuse du sexe et elle était portée disparue depuis juillet 2003. Au début, les enquêteurs retrouvent seulement son crâne, ses mains et un avant-bras et c'est plus tard qu'ils retrouvent son torse à 72 km de Gilgo Beach le 26 juillet 2003. Puis, le 4 avril, ils découvrent de nouveaux corps, celui de Valerie Mack, qui a été identifié plus tard, celui d'une femme qu'on appellera Peaches, car elle possédait un tatouage en forme de pêche, ainsi que celui de Jane Doe 3. Il y a aussi une petite fille qui a été retrouvée. Toujours pas Shannan Gilbert. Non, cherchez pas, on n'a pas retrouvé son corps. Alors c'est bien, parce que son appel a permis de retrouver plein de gens, mais elle, on ne sait pas où elle est. Début avril 2011, on comptabilise 10 meurtres non résolus, plus potentiellement un si Shannan n'est plus en vie. Les autorités se mettent à fouiller le marais. Ils ne l'avaient pas fait auparavant. En 19 mois de recherche, ils n'étaient pas allés fouiller le marais alors que c'est une très grande zone et que Shannan a probablement pu passer par cette zone. Le 13 décembre 2011, un an jour pour jour après la découverte des 4 premiers corps. Le corps de Shannan Gilbert est retrouvé, devinez où? Dans le marais, à 800 mètres de là où on l'avait vue en vie pour la dernière fois. Elle est retrouvée nue et ses affaires ne sont pas à côté d'elle. Selon la police, il s'agit d'une mort accidentelle, elle se serait noyée dans la boue, dans le marais. Cependant, la famille et beaucoup de gens n'y croient pas. Pourquoi était-elle nue? Est-ce qu'une personne qui essaye de se sauver et qui commence à avoir un jean trempé aurait le temps et la force d'enlever son jean pour courir? Pourquoi aurait-elle fait ça? La mort accidentelle ne fait pas sens. Le médecin légiste dit que les causes de la mort sont indéterminées. Sa mère Marie n'y croit pas. Elle est en colère, elle va se battre pour ça. Heureusement, il y a un deuxième médecin, Michael Baden, qui analyse ça et qui dit qu'il ne s'agit pas d'une mort accidentelle. Il pourrait s'agir d'un étranglement car l'os hyoïde et la trachée sont endommagés. Lorsque ces deux-là sont endommagés, il y a de très fortes probabilités qu'un étranglement ait lieu.
De plus, il y a quand même des similarités avec les 4 premiers corps retrouvés, mais aussi avec celui de Jessica Taylor. Ces femmes étaient prostituées, elles ont toutes été à Manhattan à un moment donné, soit pour travailler, soit pour y vivre, mais aussi à Long Island. Tout le monde est unanime à dire qu'il y a un seul tueur, sauf les autorités, qui ne semblent pas faire le lien. Et les gens ne comprennent pas pourquoi. On va rectifier un peu parce que parmi les autorités, il y a un homme, Richard Dahmer, qui est bientôt à la retraite, qui est policier, qui pense qu'il y a un seul tueur. Le problème, c'est qu'il est bridé par un certain Thomas J. Spota, qui lui est procureur et qui n'est pas d'accord avec lui. Selon lui, il y a plusieurs tueurs en série, car certaines victimes ont un squelette complet enveloppé dans une toile de jute, alors que d'autres victimes ont été démembrées et jetées dans des sacs poubelles ou dans rien du tout. Les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Richard Dahmer part à la retraite et bien évidemment, le procureur est le seul pour l'instant à avoir un avis sur l'enquête. Mais il y a un nouveau chef de comté. Et là, c'est peut-être pas le meilleur move qu'ils aient fait. Le nouveau chef de comté est James Burke. Quand je vous dis que ce n'est pas le meilleur move, c'est tout simplement puisque Spota et Burke se connaissent déjà très bien. En effet, Burke a un jour témoigné dans une affaire pour un peu, je ne vais pas dire désigner quelqu'un, mais si quand même. Il a un peu vendu quelqu'un dans une affaire et le témoignage qu'il a fait était à monsieur Spota. Ensuite, Burke a gravi les échelons, il est devenu policier, puis petit à petit, il a fait sa place. Spota et Burke sont comme cul et chemise. Ils pensent à la même chose, ils défendent la même chose. Donc vous vous en doutez, si Spota dit qu'il y a plusieurs tueurs, Burke dit qu'il y a plusieurs tueurs. Et ainsi, l'enquête n'avance pas. Première chose que Tom Spota fait lorsqu'il y a un changement de chef du comté, il renvoie le FBI et toutes les autres unités qui auraient pu travailler de près ou de loin sur cette enquête. Et ce n'est pas tout. Il ordonne à présent qu'il n'y ait plus aucun lien avec le FBI. Et si le FBI ou un collaborateur de son équipe décide de rentrer en contact avec l'un et l'autre, il faut le signaler. Il ne faut pas donner d'informations au FBI. C'est comme ça qu'il prévoit de résoudre cette enquête, sans le FBI et sans son aide dans le profiling. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'appelle ça un sabotage. Pour moi, il ne voulait pas résoudre l'enquête. En réalité, quand on y réfléchit, il y a plusieurs petits indices qui montrent qu'effectivement les deux avaient plutôt intérêt que l'enquête reste cold case. Une certaine Liane a témoigné en disant qu'elle avait couché avec Burke en août 2011, c'était donc pendant l'enquête, et ce dernier l'aurait payée. Il aurait été très agressif avec elle, il se droguait, il allait voir des prostituées. C'est un peu un comble au vu de l'affaire dans laquelle il travaille, non ? Vous comprenez maintenant pourquoi il voulait peut-être pas que l'affaire soit résolue ? Quand tout ça éclate au grand jour, c'est Thomas Spota qui le représente. Et le pire, c'est que James Burke ne va pas être renvoyé, il va seulement être rétrogradé. Ils ont perdu du temps. Beaucoup de pistes ont été négligées, sciemment, mais ça va changer. En 2015, Nikki Brass, une prostituée, rencontre un homme dans un bar. Ils discutent et petit à petit, il lui demande si elle aime les affaires criminelles. Au début, elle ne se méfie pas, puisqu'elle aime bien les affaires criminelles, donc elle lui dit que oui, elle aime bien ça. En même temps, je la comprends, je pense que la plupart des gens sont fascinés par ces affaires-là, et ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Bref, il lui demande si elle aime ça, elle lui dit que oui, elle ne se méfie de rien, puisque pour elle, c'est tout à fait normal de répondre ça, mais la suite est un peu plus dérangeante. Il lui demande si elle a entendu parler de l'affaire de Gilgo Beach, des 4 Gilgo Beach. Elle trouve que son regard et sa façon de parler changent à ce moment-là. Et il se met à lui poser plein de questions étranges. À ton avis, pourquoi le mec n'a jamais été arrêté ? Est-ce qu'il habite près de l'endroit de ses crimes ? Et surtout, il parlait en chiffres. Fille numéro 1, fille numéro 2, fille numéro 3, ce qui traduit un manque de considération totale. Il lui propose d'aller chez lui, elle refuse, elle trouve une excuse, elle parvient à s'enfuir de ce rendez-vous, même si l'homme en question est un peu énervé, et elle se rappelle qu'à ce moment-là, elle a appelé une amie et qu'elle lui a dit « Peut-être que je suis en présence du tueur de Gilgo Beach et j'ai peur ». Là, vous allez vous dire « Mais pourquoi n'est-elle pas allée à la police ?» Elle était en libération conditionnelle, donc elle avait un petit peu peur de ce qui pouvait se passer si elle allait voir la police.
Le 22 juillet 2014, Beatrolf est arrêté pour le meurtre de 2 jeunes femmes 20 ans auparavant, Rita Tangredi et Colleen McNamee. Les policiers pensent qu'il y a aussi peut-être un lien avec Sandra Costello, sauf qu'il n'y a pas de preuves, donc il ne sera pas inculpé pour ce meurtre. Ce qui est dommage puisqu'ils pensaient tenir le tueur et qu'ensuite, s'ils avaient démontré qu'il était le tueur de Sandra, ils auraient certainement pu aller sur le reste des filles. Eh bien, retour à la case départ. Quand je vous disais que tout allait changer, en effet, tout change fin 2012. Fin 2012, un homme, Christopher Leb, vole une sacoche dans une voiture. Le problème, c'est qu'il ne s'attaque pas à n'importe quelle voiture. Dans la sacoche, il découvre des contenus pornographiques, un sextoy et une carte appartenant à James Burke. Il ne s'est pas attaqué à la bonne personne. Et d'un autre côté, cela a permis de faire avancer les choses. James Burke menace Christopher. Il le bat. Il le garde en interrogatoire pendant 10 heures. Il y a des photos de Christopher. Des photos de sa tête une fois qu'il a été battu. Forcément, les fédéraux se mettent sur l'affaire, ils enquêtent et cela permet à James Burke, âgé de 51 ans, d'être arrêté. Il est inculpé, il est condamné à presque 4 années de prison. Dans sa chute, il entraîne son ami de toujours, Thomas J. Spota, qui lui est condamné à 3 années de prison. Il faut maintenant un nouveau commissaire, et c'est une femme, Geraldine Hart, qui par ailleurs est la première femme sur ce poste. Elle va relancer l'enquête. 2 jours après sa prise de poste, elle collabore de nouveau avec le FBI, et ensemble, ils utilisent pour la première fois la généalogie génétique. Grâce à ça, ils identifient la victime numéro 6 comme étant Valerie Mack. Valerie Mack avait 24 ans lorsqu'elle a disparu en 2000. Elle vivait à Philadelphie et elle travaillait comme escorte. Comme la plupart des victimes, elle était de petite taille, environ 1,50 m, et elle pesait à peu près 50 kg. Une partie de ses restes ont été retrouvés à Manorville le 19 novembre 2000, mais ils n'ont pas été identifiés avant 2020. Son torse, lui, a été retrouvé dans un sac poubelle dans les bois. En février 2022, nouveau rebondissement dans l'affaire, Geraldine Hart démissionne et c'est Rodney Harrison qui prend sa suite. Il a à cœur de créer une équipe spéciale qui travaillera sur cette enquête. Et il collabore avec un nouveau procureur qui est Ray Tierney. Ensemble, ils décident de digitaliser les preuves. Grâce à cette digitalisation, ils retrouvent des indices cruciaux qui n'avaient pas été considérés jusque-là. Tout d'abord, la description faite par Dave Schaller de l'homme et de son véhicule. C'est un indice pour moi capital qui n'a jamais été pris en compte. Ensuite, les relevés téléphoniques des filles, et notamment ceux d'Amber, puisqu'Amber était très souvent au téléphone avec le même homme et s'abordait souvent au même endroit. Ils utilisent donc la localisation de The Box, vous savez, le petit carré qu'ils ont fait à Massapequa Park, et ils se disent que des personnes d'une corpulence imposante, vivant à Massapequa Park et conduisant une Chevrolet Avalanche de première génération, il ne doit pas y en avoir 15 000. Car le petit carré de box qu'ils ont fait, c'est seulement quelques pâtés de maison, c'est tout petit. Ils commencent à travailler ensemble le 1er février 2022. Et 6 semaines plus tard, le 14 mars 2022, ils ont un nom. Rex Heuermann. La police décide de le surveiller. Au début, ils ne disent rien. Toute cette enquête est secrète. Ils le surveillent H24. Ils se planquent. Ils attendent une preuve. Ce qui est assez fou quand même, c'est que l'information du bornage du téléphone, ils l'avaient déjà à l'époque. Personne ne l'avait considéré. En plus de ça, Rex Heuermann, il travaille à Manhattan. Donc si on recoupe tout colle. Puisque certains téléphones bornaient aussi à Manhattan. D'ailleurs, on peut voir sur Google Street View en 2011 qu'il y avait bel et bien une Chevrolet Avalanche de première génération garée devant la maison d'un homme, celle de Rex Heuermann. Les policiers se rendent compte qu'il a encore 2 numéros de téléphone prépayés, dont un qui est encore actif, puisque le 19 mai 2023, il le recharge. Et ce n'est pas tout, puisqu'il a 3 adresses mail différentes avec des faux noms comme John Springfield, Thomas Hawk et Hunter 1903A3. Tous ces faux comptes étaient liés au téléphone jetable. Il l'utilisait pour envoyer des selfies et organiser des rencontres avec des escortes ou des travailleuses du sexe. Il s'en sert aussi pour faire des recherches un peu étranges sur Internet. Il recherche des photos censurées de cadavres de femmes maltraitées. Mais il fait aussi des recherches dans la barre Google comme photo autopsie d'une femme, escort girl de Manhattan,
Mort d'adolescentes blanches et maigres. Il regarde aussi de la pornographie sadique et de la pornographie infantile. Les enquêteurs enquêtent sur Yourman et Yourman enquête sur les enquêteurs. En fait, il essaie de savoir où en est l'enquête, quelle est l'avancée, comment sont les familles. Il essaie d'avoir des photos, des informations, la localisation des proches. Les enquêteurs en sont sûrs, c'est l'homme qu'ils recherchent, mais il leur manque une preuve solide. Et ils vont la trouver. Sur des scènes de crime, sur 5 notamment, ils ont retrouvé les cheveux d'un homme. Ils se disent que s'ils parviennent à avoir l'ADN de Yourman, ils arriveront à le comparer avec le cheveu retrouvé. Pour ça, ils font plusieurs choses. Une équipe va suivre sa fille. Un jour, elle va prendre le train pour aller à Manhattan et elle va jeter une canette de Monster. Ils récupèrent cette canette pour comparer les ADN. C'est sa fille, forcément, il y a de l'ADN de son père. Et une autre équipe suit Yourman jusqu'à son travail et ils attendent. Un jour, il sort et il jette une boîte de pizza. Il récupère cette boîte et sur la croûte, il prélève son ADN. L'ADN de sa fille et le sien correspondent et cela exclut 99,96% de la population américaine. Autrement dit, il y a très peu de chances que ce ne soit pas lui le tueur. Et même si on a un delta de 0,04%, les enquêteurs en sont sûrs, avec toutes les preuves qu'ils ont récoltées, c'est forcément le meurtrier. Le 13 juillet 2023, vers 20h30, il est arrêté dans la rue. Il est un peu agité, un peu perturbé par ce qu'il se passe, mais il n'a pas l'air surpris. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter Rex Yourman. Rex Yourman a 59 ans, il mesure 1,98 m et il pèse 123 kg. C'est un architecte, conseiller en architecture et médiateur. Il dirige l'entreprise RH Consultants et il roule en Chevrolet Avalanche de première génération. Il travaille à Manhattan depuis 1987 et à l'époque, personne ne le soupçonne. Il est né et il a grandi à Long Island. Il a toujours vécu dans la même maison. D'ailleurs, à l'heure où il est arrêté, sa maison est complètement délabrée, ce qui est un comble pour un architecte et surtout, les voisins ne comprennent pas pourquoi il ne la répare pas, pourquoi il ne fait pas une maison mieux que ça finalement. Certains même doutent même qu'il soit réellement un architecte. Pendant son enfance, il n'a pas beaucoup d'amis. Il a subi énormément d'harcèlement scolaire et c'est un de ses amis qu'il a rencontré en CP-CE1, John Perezi, qui déclare qu'effectivement, il a eu beaucoup d'harcèlement scolaire, mais que c'était un garçon qui était calme et solitaire et qui n'a jamais riposté, alors que, vu sa taille, il aurait pu écraser tout le monde. Ensuite, à l'adolescence, il a été rejeté par beaucoup de filles et en lui, il a énormément de rage et de colère. Cette rage et cette colère qu'il a en lui vient aussi notamment de son père, Theodore Yourman, qui était très difficile et violent et qui violentait sa mère. Il n'arrive pas trop à comprendre non plus pourquoi sa mère restait auprès de son père, mais là encore, des raisons qui nous échappent. Même s'il n'a pas beaucoup d'amis, tous ceux qui étaient autour de lui, ses collègues, ses quelques amis, sa famille, les voisins, disent que il n'est pas plus bizarre qu'un autre. Aucune raison de s'imaginer quoi que ce soit. Il a une femme qui s'appelle Asa Ellerup, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ensemble, ils se sont mariés dans les années 90 et cette femme elle est originaire d'Islande. Ensemble ils ont eu une fille qui s'appelle Victoria et elle, de son précédent mariage, Asa, elle avait eu un garçon qui s'appelait Christopher Sheridan et qui est donc le beau-fils de Yourman. Yourman est quelqu'un qui s'intéresse aux jeux de pouvoir, à la chasse et aux armes à feu. Et pendant que les enquêteurs cherchaient le meurtrier, lui, il continuait de vivre sa vie normalement. Il continuait d'aller chasser, de voir sa famille, ses amis. Il n'était absolument pas inquiet. En 2022, il y a un youtubeur français, Antoine, de la chaîne Bonjour Reality, qui est allé l'interroger à Manhattan. S'il a été l'interroger, c'est tout simplement puisque Yourman a réussi professionnellement. À ce moment-là, Antoine n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. C'est assez fou quand même de se dire ça. D'ailleurs, Yourman, il aimait bien ça, Un peu comme tous les tueurs en série, il aimait bien en jouer, il aimait bien le fait que les gens ne le connaissaient pas vraiment. Yourman était assez réputé pour aider les entreprises et les particuliers à obtenir des permis de construire alors que les autres n'y arrivaient pas. C'était quelqu'un de très intelligent et il était satisfait lorsqu'il déjouait le système. Antoine se souvient qu'il était très difficile à faire sourire. À la fin de ses vidéos, il a pour habitude de prendre un petit selfie avec ses invités en mettant des lunettes de soleil et Yourman ne sourit pas.
Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à croire qu'il ait eu une double vie pendant une décennie, notamment des anciennes collègues à lui. Marie Schell et Muriel Henriquez ne comprennent pas ce qu'il se passe. Muriel a travaillé avec lui pendant 6 ans. Elle a dit que certes, il était un peu geek, narcissique, qu'il savait tout sur tout, mais c'est tout. Autre chose qu'elle disait, c'est qu'il mangeait très souvent des pizzas. Mais bon, ça c'est pas un trait étrange. Elle le voyait tous les jours. Elle n'aurait jamais pu se douter de ce qu'il avait fait. Elle parle aussi de sa passion chasse et d'un événement qui s'est passé, mais ça en fait, elle en parle puisqu'elle le réalise maintenant. À l'instant T, elle trouvait ça étrange, mais ça ne l'a pas plus alertée que ça. L'événement en question, c'est pour son 40e anniversaire, elle avait prévu de faire une croisière. Il lui avait demandé où est-ce qu'elle allait aller. Elle lui avait dit, au milieu de l'océan. Il lui avait dit, dis-moi plus. Et raison que j'ignore, elle n'était pas rentrée plus dans les détails, ce à quoi il lui avait répondu que s'il voulait, il pouvait la retrouver. Ça s'est terminé comme ça. Elle est partie sur sa croisière et le 2e jour, elle a reçu une note sous sa porte disant « Je t'avais dit que je pouvais te retrouver n'importe où ». Légèrement flippant. Marie-Schell, de son côté, dit qu'elle travaillait avec lui à l'été 2010 et qu'il lui avait parlé de la viande d'ours qu'il pouvait conserver dans un congélateur pendant des mois. Elle dit aussi qu'elle avait parlé avec d'autres collègues à elle et qu'ensemble, elles avaient dit qu'effectivement, il avait des comportements un peu machistes parfois. Une fois, alors que la femme de ménage était passée pour nettoyer les toilettes, il trouvait que le ménage n'avait pas été bien fait et il avait demandé à une des collègues du travail, donc une des femmes qui travaillait avec lui, de faire le nettoyage des toilettes. Or, ce n'était pas son rôle. Autre chose aussi qu'il se permettait, c'était de faire des commentaires sur le physique des femmes lorsque ces dernières prenaient du poids, par exemple. Je pense que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais on passe. Après son arrestation, la police perquisitionne son domicile. Son jardin, son sous-sol. Il découvre plus de 250 armes à feu et pornographie infantile dans son sous-sol. Bien sûr, il découvre la Chevrolet Avalanche qui était cachée en Caroline du Sud dans sa résidence secondaire. Il y a tout pour l'inculper. Sa femme, de son côté, a aussi été soupçonnée à un moment, et notamment sa fille, puisque des cheveux féminins ont été retrouvés sur certaines scènes de crime et elles n'appartenaient pas aux victimes. Après analyse, il s'avère que ce sont les cheveux de sa femme et de sa fille. Elles ne sont pas inculpées pour plusieurs raisons. La première, elles n'étaient pas sur le sol américain au moment des meurtres. Elle était en Islande. Comme je vous l'ai dit, sa femme était islandaise et bien souvent elle emmenait ses enfants pour revoir la famille. Et d'ailleurs, Hjorman profitait de ces instants pour agir. Soit il partait en vacances plus tard, une semaine de décalage, et il avait le temps de faire ce qu'il voulait faire, soit il n'allait pas en vacances avec elle. Bref, elle n'était pas là au moment des meurtres. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que ils vivaient ensemble. Donc probablement des cheveux se sont retrouvés sur Hjorman et se sont retrouvés sur les corps par transport. Pour la femme et les enfants, la situation est plus que compliquée. Les enfants travaillaient dans l'entreprise de Hjorman, donc ils se retrouvent au chômage. La femme, elle, ne travaillait pas. C'est compliqué pour elle. Il y a une page de dons qui a été créée. Ils ont récolté plus de 50 000 $, notamment pour les traitements médicaux. Sa femme souffre d'un cancer du sein et de la peau et elle ne peut plus payer justement les traitements. En plus de ça, l'assurance maladie va bientôt ne plus la couvrir, donc ces dons ont été nécessaires. Ce qui est dur aussi pour cette dernière, c'est que son cercle proche, ses amis, s'éloignent petit à petit d'elle, puisque dès qu'elle se déplace quelque part, il y a toujours des photographes qui la suivent et les gens ne veulent pas de ça. Malgré le fait que sa maison ait été mise sans dessus-dessous par la perquisition, elle vit toujours dedans. Même si elle croit en l'innocence de son mari, elle a demandé le divorce. Peut-être qu'elle l'a fait pour se protéger et pour récupérer des biens et récupérer un peu d'argent. Je sais pas. En tout cas, elle a demandé le divorce. Parmi les victimes, il y en a une qui s'appelle Karen Vergata et il y a quelqu'un qui a dit qu'il l'aurait vue rentrer chez Rex Hjorman le soir où elle a disparu. Rex Hjorman est encore en prison. Depuis sa cellule, il parle, il échange des lettres avec Happy Face Killer. À l'heure actuelle, il n'a toujours pas de procès. Laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail. Le 14 juillet 2023, c'est le branle-bas de combat dans le quartier où vit Rex Hjorman. Tous les voisins ne comprennent pas ce qu'il se passe et en allumant les infos, ils se rendent très vite compte que leur voisin est potentiellement un tueur en série. La police interroge tout le voisinage. Ce n'est pas tout, ils interrogent aussi 141 prostituées. Parmi les 141 prostituées interrogées, 12 disent avoir eu des interactions avec lui. Ils font des fouilles supplémentaires dans la maison
et il trouve des preuves complémentaires, notamment grâce à son ordinateur. En effet, dans son ordinateur, il trouve un planning où il prévoyait de tuer d'autres personnes. Et c'est quelque chose d'assez complet, puisqu'il a notamment fait des listes. Ce tableau avait été créé en 2000 et effacé par la suite. Parmi les listes, il y a les listes de matériel, de conseils à appliquer pour la prochaine fois, comme par exemple plus de sommeil, frapper plus fort. Il a une liste pour la préparation de ce qu'il appelle l'événement, mais aussi pour l'après. Et on comprend mieux pourquoi il avait demandé à Amber de ne pas prendre son téléphone. Il avait aussi une liste se débarrasser des preuves, parmi lesquelles figurait se débarrasser de la tête et des mains et se débarrasser des tatouages. Depuis la prison du comté de Suffolk, le 16 janvier 2024, il est inculpé du meurtre de Maureen Brainard Barnes. Et le 6 juin 2024, on ajoute à ce meurtre celui de Sandra Costilla, Jessica Taylor et on ajoute celui de Valérie Mack le 17 décembre 2024. Bien entendu, il plaide non coupable aux 7 meurtres, les 4 que je viens de vous citer, plus celui de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Shannon Gilbert. En décembre 2024, la date de son procès n'était pas fixée. À l'heure actuelle, son procès n'a toujours pas eu lieu. Ce qui est assez triste aussi, c'est que les mamans de Megan et Shannon sont décédées, donc elles ne sauront jamais le fin mot de l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette affaire du tueur de Gilgo Beach, aussi appelé l'ogre de Gilgo Beach. Je remercie encore une fois Nekal Kodem, ou peut-être Nekal Kodem, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suggéré cette histoire. J'ai été voir le reportage sur Netflix également, si jamais vous voulez en savoir plus. Sachez qu'il est disponible sur Netflix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Si vous regardez l'histoire maintenant, vous n'aurez pas le fin mot de l'histoire puisque le procès n'a pas eu lieu. Cependant, si vous le regardez fin 2026, car il y a des rumeurs qu'il aurait lieu en septembre 2026, pensez à regarder la description car je mettrai le verdict du procès afin de vous en tenir informé. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.